Eric, bienvenue. Elio, merci. Ça fait plaisir de t'avoir ici pour une très longue discussion. On espère. Tout premier épisode de cette série podcast dans laquelle je vais inviter différentes personnes qui ont des choses intéressantes à raconter. Et inévitablement, j'ai pensé très rapidement à toi. C'est gentil. Ça tombe bien, on se connaît depuis un petit moment. Comment est-ce qu'on s'est rencontrés? Enfin, peut-être que tu peux te présenter un petit peu. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui avant qu'on parle de l'histoire? Je m'appelle Eric, connu sous le nom de Eric Flag sur YouTube. J'ai une chaîne YouTube, un compte Instagram. Je crée des vidéos sur principalement le web, street workout, entraînement poids du corps, nutrition, développement personnel. Et voilà, ça fait un petit moment. Depuis qu'on se connaît en fait. Depuis qu'on se connaît, j'ai eu envie de me lancer un petit peu là-dedans. Et c'était lié en plus. Donc effectivement, c'est plutôt approprié. Ouais, c'est Ouais. sûr, mec. C'était, enfin, les débuts, en fait, comme on s'est rencontrés en salle de sport, ce fera. Ouais. À la C'est- muscu, hein, Ouais. même on peut dire. un peu cliché, hein, les deux. Un type. Ouais, j'ai rencontré à la muscu, ouais. En Non, débardeur, tout ça, tout ça. on était en train de. Moi, j'ai le souvenir, alors tu me corrigeras, mais j'ai le souvenir de toi qui t'entraînais à faire des drapeaux, sauf Mhm. erreur, Ouais, ou c'était c'était ça. moi, je sais Ouais. plus, un de nous deux. Moi, je me souviens, il me semble, pour être totalement honnête, d'ailleurs, c'est un truc, je pense, que je t'ai jamais raconté, c'est Vas-y. que je crois que j'étais en train de faire des squats ou un truc avec des poids, Ouais. et puis je vois dans le miroir, derrière moi, je vois dans le miroir devant, derrière moi, un mec qui est en train de faire des muscle-up plutôt clean, Ah, et je me dis, il gère celui-là, il gère. Et du coup, je pense que intérieurement, je me suis dit, j'ai envie de lui montrer que moi aussi j'arrive à faire des trucs. Et c'est pour ça que j'ai été faire des drapeaux derrière. C'est vrai? Je pense qu'il y avait une histoire d'ego ou de, tu vois. Je crois que je t'avais jamais dit ça d'ailleurs, mais Non. je suis sûr de t'avoir vu faire des muscle-up avant et je pense que c'était au même moment. Ouais. Donc ensuite, j'ai fait des drapeaux et c'est là que toi, tu as pris l'initiative de venir me dire, tu fais des drapeaux, mec. Ouais, et puis du coup, on avait, à cette époque-là, c'était à l'université de Lausanne, c'était il y a quoi, 3 ans et demi, un Ah, truc dans 3 le genre. ans et demi. Et on avait un groupe, enfin j'avais un groupe de potes qui faisait pas mal de street avec lesquels on s'entraînait à l'extérieur à Chaudron, le parc de Chaudron, donc près de la bibliothèque de Lausanne. C'était un parc de street qui venait d'être construit, qui était assez récent. Et on tapait normalement toutes nos sessions là-bas. Et il se trouvait qu'on s'entraînait des fois à l'Uni parce que c'était plus proche, donc simplement pour des raisons pratiques. Mhm. Et je t'avais proposé de rejoindre notre groupe de potes. Ouais. Et de là, ça a commencé, quoi. J'ai rejoint, je suis allé m'entraîner là-bas, on rencontrait un peu tout le monde. Une belle première équipe, probablement une des premières équipes à s'entraîner ensemble régulièrement à Lausanne, en tout cas. Et et puis ensuite on a continué là-dessus. Des petits parcs de street ont commencé à pousser un peu partout C'est autour dingue, hein. ensuite. C'est dingue, hein. Toutes Ouais. les communes se sont dit ouais, on veut la même chose. Et puis ouais. Et d'ailleurs, toute cette équipe, aujourd'hui, on peut citer Saïf, président de l'association Stenos, Mhm. parce que c'est un de nos potes, du coup, aussi, qui faisait du street avec nous, qui a eu comme idée il y a 2 ans maintenant, Ouais, 2 ans et demi. de lancer un gros projet. Ouais. Il veut ouvrir une salle de street workout et d'autres disciplines d'ailleurs aussi, pole Mhm. dance, je crois, yoga. Ouais, une salle multisport. Ça. Une immense salle multisport en fait dans Ouais. la ville de Lausanne. Et du coup, il a travaillé là-dessus pendant 2 ans. Et maintenant, enfin, le projet est en train de se Mhm. concrétiser. Il va Ouais. lancer son crowdfunding. Il y a 3 ans en train de faire des muscle-up à Chaudron et 3 ans plus tard, on espère, en train de les faire dans sa propre salle. Ce serait trop bien, Ouais. mec. Ce serait vraiment Je me génial. réjouis d'en faire avec lui d'ailleurs. Ouais. Ouais. Les muscle up avec Saïf, je sais pas si lui pourra. Ah, bien sûr. Ouais. Alors du coup, on a commencé à se connaître un petit peu comme ça. Donc, premiers entraînements ensemble. Moi, j'ai le souvenir d'une fois où on a été se manger un burger, toi et moi, Oui, je me à souviens très bien. Olico. Ouais. Et je crois que c'est la première fois où on a vraiment eu une discussion qui est partie profond. C'est En là fait. que moi, je me suis rendu compte que c'était intéressant de parler avec toi, typiquement. Que tu avais des trucs intéressants à dire. Parce que tu sais, t'as tout ton passé avec YouTube où tu avais ton ancienne chaîne, etc. Ouais. Que moi, je connaissais pas avant de te rencontrer. Et du coup, je t'ai rencontré et c'est juste après t'avoir rencontré qu'on m'a dit ah, mais en fait, ce mec, il faisait des vidéos YouTube et tout. Et je me suis dit, ouh, c'est d'autant plus intéressant de discuter avec lui. Et c'était aussi pour te poser des questions vis-à-vis de ça. Je pense qu'on s'était vu et c'est là que du coup, on avait parlé Ouais. longtemps. Ouais, c'était une très très longue discussion, je me souviens. Et ce qui était assez drôle, c'est que toi, tu avais un regard sur toute cette histoire de réseaux sociaux qui était complètement différent du mien. Mm. Moi, j'ai plongé dans l'univers réseaux sociaux un peu de manière irréfléchie, immature, quand j'avais 17 ans, simplement en partageant du contenu que je faisais à l'époque sur du jeu vidéo. Mhm. Et j'avais encore des vestiges, des restes de cette histoire, parce que j'avais créé un compte Instagram à l'époque sur la fin
de ma première chaîne YouTube qui avait quelques milliers d'abonnés. Et je me souviens que pendant la première discussion du coup qu'on avait eue, tu m'as sorti un truc du style, non mais tu te rends pas compte, mais ce compte Instagram, tu peux en faire quelque chose. Et en gros, c'est toi qui as commencé à me montrer que... Parce que moi, dans ma tête, c'était seulement avec YouTube que tu peux monétiser ou que tu peux, disons, créer un semblant de business model, de business plan, mais pas sur Instagram. Pour moi, ça n'existait pas. Genre, pour moi, Instagram, c'était pas... C'était un truc où tu mets des photos et simplement du partage de contenu, quoi. Je me souviens justement de ta page Facebook, typiquement. Tu avais la page ouais, Facebook Mère ouais, Teresa ouais. PGM, tu avais genre 60 000 personnes dessus, et je t'ai dit, mais... Parce que moi, forcément, à l'époque, j'étais pas sur les réseaux, je voyais ça d'une autre façon, et j'ai dû te dire un truc du genre, mec, 60 000 personnes Ouais. sur une page Facebook, c'est une mine d'or, entre guillemets, peu importe ce que ça veut dire. Mhm. C'est toi qui décides si tu la mines, si tu l'investis, si tu fais ce que tu veux. Mais je te dis, mais mec, 60 000. Après, évidemment, tu regardes 400 000 sur YouTube, c'est une encore plus grosse mine d'or, on est d'accord. Ouais. Mais c'est là que je t'ai dit, putain, mais parce que moi, j'étais passionné par ça d'un point de vue théorique, du coup. C'est Parce ça. que j'étais là dans la théorie pure. Parce que tu faisais, à l'époque, tu étais en train de rédiger. Ouais, j'ai rédigé mon mémoire de master qui était la création d'une agence de marketing digital grâce à laquelle j'allais proposer à des petites entreprises de gérer leurs réseaux sociaux dans le but de leur faire gagner plus d'argent, bien sûr. Et du coup, d'un point de vue théorique, d'un point de vue comment monétiser, comment exploiter le potentiel des réseaux, les créer plus l'exploiter, je pensais savoir ce que je faisais. Ouais, je l'ai ressenti. Et, Je l'ai ressenti. et du coup, c'était très intéressant de parler avec toi, qui était beaucoup plus dans la pratique, et de mélanger un peu nos connaissances à ce niveau-là, qui étaient sur le même sujet, mais pas du tout de la même approche. Ouais. Et d'ailleurs, à cette époque-là, on avait... je me souviens, enfin, je me souviens, on fait le nombre de discussions qu'on s'est tapé où on en ressortait, mais ultra hypé, notamment dans ta voiture souvent. Ouais, Je je me me souviens, souviens. On parlait pendant... Enfin bref, on allait manger un truc, ensuite on revenait, tu me poussais chez moi, et au final on restait dans la voiture pendant 45 minutes, 1 heure, à se raconter à quel point on avait le sentiment de pouvoir faire n'importe quoi sur Terre, Mhm. d'être... tu sais, ces moments où tu as une espèce d'illumination, tu as l'impression d'avoir tout compris, et puis tu te dis, mais en fait, mes possibilités, elles sont infinies. Parce Mhm. que, et on avait ce genre de discussion, on avait Mhm, lancé, mhm. on utilisait le terme de synergie, je sais pas Ouais, si je tu me t'en souviens souviens, bien. Ouais, ouais. où on avait l'impression que la synergie, c'est quoi? C'est quand la somme des deux parties... Est plus grande que les deux parties uniques additionnées. Ouais. Voilà. Ouais. Et puis on avait vraiment ce sentiment en fait de que quand on se mettait ensemble, on créait vraiment une espèce d'énergie où on arrivait en fait à Quelque chose bien qui avancer. était plus grand que nous, quoi. Et surtout, on se nourrissait l'un de l'autre pour nous agrandir nous-mêmes, en fait. C'était très intéressant. C'est vrai c'était un petit peu l'équivalent. Parce que tu dis, ouais, on attendait dans la voiture 45 minutes. Il y en a qui vont, que je les entends déjà, les blagues en mode, ouais, ils se sont pécho ou pas, tout ça. C'est un peu l'équivalent de, tu ramènes la meuf chez elle, ensuite elle te ramène chez toi, ensuite tu la ramènes chez elle, juste pour passer plus de temps ensemble et continuer à discuter. Ouais. Sauf que c'était pas exactement le même mood, on est d'accord. Et c'est vrai que, comme tu disais, cette impression d'avoir une infinité d'options, de possibilités à exploiter. D'un côté, c'est merveilleux, et d'un côté, tu te sens minuscule et une petite poussière là-dedans. Qu'est-ce qu'elle va faire, une poussière là-dedans? Ouais, Est-ce que ça vaut vraiment la peine qu'elle décolle du sol? Mais elle peut Et- prendre n'importe quelle direction, cette petite Mhm. poussière, tu vois, quelque part. D'un côté, c'est merveilleux, d'un côté, c'est effrayant, voire accablant de se dire, oh là là, j'ai tellement d'options. Paralysie du choix, je reste sur place. Ouais, Je fais rien. ouais, L'un ou l'autre. clair. Et Est-ce que tu penses que ce sentiment en fait de sentir que quoi qu'on veuille accomplir, on en est capable? Parce que je m'en souviens qu'on en parlait un petit peu aussi, bon, de nouveau c'est des discussions qui datent il y a plusieurs années, hein, mais mhm. je me souviens qu'on soupçonnait fortement notre implication dans le sport, en fait, d'être responsable de cette confiance qu'on avait en nous-mêmes. Il y avait quelque chose Ouais, dans ce style, non, quand même. En tout cas, pour moi, oui, clairement. C'est vraiment... quand j'ai commencé le sport à 17 ans, que ça m'a pris des années avant d'avoir quelque chose, et de finalement avoir l'impression, au bout du compte, de comprendre comment faire pour contrôler un peu son apparence, ses performances, qu'une fois que tu réussis à faire ça, quelque chose comme ça, qui est quelque chose de difficile, qui est aussi bien vu dans la société, quelque chose qu'on peut pas te voler, tu peux pas vraiment en hériter, tu peux pas l'acheter. Mhm. Une fois que tu as réussi à obtenir ça pour Ouais, toi-même, ouais. tu te dis, mais qu'est-ce qui m'empêche d'appliquer le même schéma à quelque chose d'autre? Parce qu'au début, Ouais. quand tu es à 17 ans et que tu commences la muscu, tu te dis,
T'espères, hein, sûrement, mais tu te dis pas, ouais, je vais devenir musclore du jour au lendemain, je vais tout Mhm. comprendre, ça va être facile. Tu te dis, putain, c'est impossible, mais j'essaye. Ouais. Et, et 8 ans après, t'as peut-être réussi à faire quelque chose. Et c'est là que tu te dis, bon, j'ai réussi ça, est-ce que quelque chose d'autre me semblerait tout d'un coup plus accessible? Et du Et, coup, à partir de ce moment-là, donc à partir du moment où tu termines de rédiger, on appelle comment ça, un mémoire de ouais, un master mémoire de ou... Ouais, master. Ouais, mémoire de mémoire de fin master. d'études. Ouais. Donc tu rédiges ton mémoire de master avec un master en finance. Par contre, ton mémoire est sur le marketing, le digital marketing, Mhm. donc quelque chose qui a absolument a priori rien à voir. Ouais, non, parce qu'il y a il y a un master de marketing, mais moi, je n'étais pas dans celui-là. Ok. Donc, c'était Trop marrant, mec. Mais du coup, genre, ensuite, la décision de lancer une chaîne YouTube basée sur le sport, le développement personnel, de manière générale, des conseils qui peuvent aider les gens à devenir plus que ce qu'ils sont. ouais. Est-ce que... D'où est-ce que ça vient? Pourquoi? Genre, pourquoi cette direction? Parce qu'on pourrait très bien dire... déjà, il y a une manière... Je sais que tu l'as déjà expliqué en vidéo, mais peut-être que les gens ici ne connaissent pas, Mhm. mais on pourrait très bien dire, bah voilà, tu fais un master en finance, tu sors d'une université en Suisse, t'as un choix de possibilités, que ce soit au niveau des banques, au niveau, je sais pas, des assurances, je suis pas Même un expert, management ou quoi. ouais, plus ou Ouais, moins n'importe où. ouais. Pourquoi YouTube et pourquoi YouTube dans le sport? Parce que Ouais, peut-être que c'est ce une serait bonne. intéressant de voir nos deux perspectives. Moi, j'ai une petite idée de pourquoi est-ce que je suis parti dans le domaine du sport aussi, Ouais. mais est-ce que du coup... Je sais pas, tu vois, mon master en finance, quelque part, il a été choisi un petit peu par défaut. Et par défaut je sais pas exactement ce que je veux faire après. hmm, Il y a tous ces choix qui sont à ma disposition. Et je me souviens d'ailleurs d'une de mes amies qui avait terminé ses études, les mêmes que moi, qui avait terminé son master et qui m'a dit, Eric, le master en finance, euh, c'est le plus difficile, mais je pense que tu peux y arriver. Et c'est là que je me suis dit, ah, tu penses que je peux y arriver? Je vais te montrer. Eh ben moi aussi, je pense que je peux y arriver. Et du coup, je dis, ok, ouais, pourquoi pas, c'est un challenge. En fait, je pense que ça partait plus d'une histoire de challenge, en mode, ok, c'est cool, ça a l'air d'être un challenge intéressant, ça va me demander de m'impliquer pour réussir. Et j'ai l'impression que YouTube, c'était un petit peu la même chose. En fait, je voyais ça comme un challenge de lancer ça, parce que je pense que c'est assez clair dans la tête de la plupart des gens, moi y compris, que c'est pas facile de lancer quelque chose et que ça demande sûrement beaucoup d'implication. Même si à l'époque, quand tu commences, tu te rends pas compte à quel point, que ça soit grand ou ça, tout dépend des façons de faire aussi. Euh, je me suis dit, ça m'attirait beaucoup plus que d'aller postuler dans un job normal. Et surtout, je me disais, j'ai mon diplôme, si jamais j'essaie de faire un truc sur YouTube, 3 mois après, je me rends compte que j'arrive pas, je suis mauvais, ça marche pas, j'ai plus envie. Je pouvais aussi toujours retourner sur le marché du travail normal. Mais ça a pris un peu de traction, ça a bougé, et surtout, je me suis de plus en plus plu là-dedans. Ça a Traction. pris des tractions, Et ouais. pourquoi le sport? Parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup cultivé personnellement, toutes ces connaissances quand j'étais en études, quand j'étais dans Mhm. mes études de Mhm. commerce. Je lisais le soir sur ma table de nuit, c'était pas des livres de finance que je lisais, c'était vraiment des livres de muscu, de nutrition, le truc le plus cliché. Enfin, j'ai lu beaucoup de livres et de choses comme ça et d'articles. Et c'est ça qui me passionnait, en fait. Tu me demandais ma passion, rien à voir avec mes études. C'était, Ouais. moi j'adore la muscu, Mhm. j'adore aller m'entraîner. Mes journées, je vais m'entraîner, ensuite je vais réviser. Aussi parce que je savais que je pouvais m'en sortir avec les deux. Mais c'était ça ma priorité. Et c'est pour ça que je me suis dit, bon, bah, je vais parler de ce qui me plaît, ce que j'aime, ce que j'ai l'impression d'avoir un peu d'expérience dedans. Et surtout qu'à partir du moment où tu où tu tapes dans du sport pendant quoi? Ça faisait 5 ans que tu avais commencé la musculation au À la moment fin où de tu as mes... lancé ta chaîne YouTube? Ah non, ça faisait 10 ans. Ça faisait 10 ans. J'ai lancé ma chaîne... non, j'avais 26, ça faisait 9 ans. J'ai lancé ma chaîne à 26, j'ai commencé la muscu à 17. Mais Donc tu as eu le temps d'accumuler quand même un paquet de connaissances théoriques, en plus d'acquérir un certain capital physique qui te rendait crédible et tu avais quelque chose de valeur à partager. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'intéressant parce qu'il doit y avoir plein de monde qui regardons d'ailleurs, c'est que ça filme, ouais. Il doit y avoir pas mal de monde qui se demande en fait, parce que c'est vrai que ce métier de youtubeur, c'est mine de rien quelque chose qui est très attirant. Tu bénéficies d'une liberté géographique, tu peux bosser où tu veux. T'es ton propre patron, bon, t'as tous les inconvénients que ça implique, hein, du coup t'es obligé de te tyranniser toi-même par moment, mais t'as une possibilité infinie au niveau du contenu que tu veux créer, et donc je comprends qu'il y ait plein de gens qui aient envie peut-être de se lancer là-dedans, Mhm. mais pour se lancer là-dedans, il faut quand même alors peut-être qu'on peut en discuter, hein, mais il faut quand même avoir quelque chose À apporter, à apporter, en à fait. poser sur la Et table. c'est Ouais. toujours ça. Du coup, toi, quand t'as commencé,
T'as pas commencé avec YouTube par contre, t'as commencé avec Instagram. Ouais, c'est vrai. Tu avais tout d'abord un compte Instagram sur C'est lequel tu faisais quoi comme type de contenu? Pour revenir un tout petit peu avant, en fait, j'ai commencé sur Snapchat. Et ça, C'est c'est vrai le truc que tu sais sûrement Mais pas, que tu m'as personne jamais sait. dit. Putain, mais T'as vu, je garde des petites pépites. Ah, c'est pas une Oh là pépite là. extrêmement intéressante, mais si je vais chercher au fond de moi, là où j'ai commencé, c'est sur Snapchat, parce que je suis parti en Australie un semestre pour terminer mes études, juste avant d'écrire ce mémoire, Ouais. et c'est là que je me suis dit, Snapchat, c'est cool, je peux poster des stories, Mhm. pour montrer à tous mes amis à quel point la vie en Australie, elle est cool, tu vois. Et je me suis pris au jeu, je me suis dit, je peux faire des stories, mais en fait, comme tout le monde, tu vois, je fais une story, je vais regarder combien de gens la regardaient parmi tous mes amis. Genre, quand je faisais 50 amis qui regardaient, c'était à peu près tous ceux que j'avais, hein, pour le coup, j'étais content et je me suis dit, en fait, j'ai envie que quand les gens regardent mes stories, ils trouvent ça cool. Du coup, je prenais vraiment de la peine pour faire des bonnes stories. Genre, tu pouvais faire des autocollants avec ta tête, genre, je faisais des trucs compliqués et tout. Mhm. J'étais assez content. Mhm. Et ensuite, j'ai découvert Instagram et je me suis dit, mais en fait, Instagram, d'après ma relation avec Snapchat, c'est Snapchat, mais pour les personnalités publiques. Aussi parce que Snapchat, c'est très privé, il n'y a Bien pas sûr. vraiment de recherche, de découverte, de buzz, c'est plus dur en tout cas. T'as pas de, en fait, t'as pas de page. Mhm. Quelqu'un peut pas voir ton Snapchat avec le contenu sans être ami avec toi. Je connais Voilà, pas très bien ce ouais, c'est réseau, ça. mais Tu peux pas apparaître sur la page d'accueil de Snapchat comme tu peux le faire sur YouTube partout et sur Instagram dans la section découverte. Ouais. Et c'est là que je me suis dit, en fait, Instagram, c'est pareil. En plus, c'est à ce moment-là qu'Instagram a pompé les stories de Snapchat et a copié ce qui fonctionnait bien. ah, je me suis dit, voilà, tu vois. je me souviens d'Instagram avant les stories Voilà, d'Instagram. ouais. Ouais. Et c'est là que je me suis dit, ouais, mais super. J'avais un compte Insta privé où j'avais 2 photos depuis 2 ans, tu vois, comme tout le monde, qui s'est transformé en Eric Flag au bout d'un moment. J'ai changé d'ailleurs mon nom d'utilisateur en cours de route. Ouais. Et j'ai commencé simplement à partager mes Et je entraînements. me souviens d'ailleurs au moment où t'as pris le nom de Eric Ouais. Flag, où t'as passé. Ouais, ouais, Tu te souviens je m'en souviens. Ouais. Bon, on se connaissait déjà. Oui, oui, bah Mais oui, on parlait déjà. Et ouais, c'était super intéressant en fait de te voir parce que moi Instagram c'était pas un réseau social que je connaissais. C'était une amie à moi qui m'avait ouvert mon compte Instagram. Oui, je Ça me souviens de s'appelait, ton compte à l'époque. Ouais, c'était Chouba Bellio. Je Enfin, m'appelle, ouais. elle m'appelait Chou Babe. Je vais savoir Chou Babe. pourquoi. Et du coup le compte Instagram qu'elle m'a créé c'était Chou Babe Elio. Ah, Et c'est ça. donc sur mon Ça se compte- prononce Choubei Bellio en fait. Ouais, c'est Très pour ça que tout bien. le monde m'appelait Choub ensuite. Choub, ouais. Et qu'ensuite, ben, vu que je bloquais sur la tuck planche, ben, Mhm. du coup, c'est devenu Chouba Tuck, Chouba parce que Tuck. bah, c'était Lucas, surtout, un pote qu'on a en commun, qui se foutait tout le temps de ma gueule par rapport à ça. Ouais, c'était Chouba Tuck. Ok. Ah, Lucas et Sam, c'était les deux, en fait, Mhm. qui créaient une bonne synergie de moquerie. C'était assez sympa. Non, c'était drôle, en vrai. Ouais, ouais, c'est vrai. Et bah, du coup, tout ça pour dire que, ok, on arrive sur Instagram, toi, tu te dis, enfin, tu as tout ton bagage théorique, tu sais comment appréhender Instagram d'un point de vue business. Mhm. Donc tu arrives sur Instagram et quel est le contenu à partir du moment où tu passes de Eric Mermot, je sais pas ce que c'était ton nom avant, Mhm. à Eric Flag, quel est le contenu que tu commences à produire? Tu fais des photos, des vidéos, ça se passe C'était comment? beaucoup des vidéos et c'était du sport. Parce qu'en fait, c'est en rentrant, en commençant à écrire ce mémoire de master, quand j'étais encore en Australie juste avant de rentrer, que je Donc me il y a suis... 3 ans et Il y demi. a, voilà, il y a 3 ans et demi que je me suis dit, c'est là que ça faisait 6 ans que je faisais de la musculation avec des poids, que je commençais à perdre ma motivation, plus avoir envie de me fixer des objectifs, et que je me suis dit, tiens, le poids du corps, c'est super stylé. Le drapeau, j'ai envie d'apprendre à faire le drapeau. Et le drapeau, c'est la première figure que j'ai réussi à faire, Mhm. que je travaillais juste en parallèle de mes entraînements muscu. Ouais. Et c'était avant que toi, tu m'embarques dans un rythme beaucoup plus poids du corps et moins muscu. Et j'ai commencé à m'entraîner comme ça au poids du corps et je me suis dit, ouais, c'est stylé, j'ai envie de partager ça. Pourquoi est-ce que j'avais envie de partager ça? Est-ce que c'était pour mon ego? Est-ce que c'était pour me motiver, pour faire un journal intime de progression? Comme Instagram est très pratique d'ailleurs pour faire ça. Mais voilà, on va pas se leurrer. Tous ceux qui ont un journal intime sur Instagram, je pense que quelque part, ils aimeraient bien que d'autres personnes le découvrent, le trouvent intéressant, les suivent. C'est pas juste pour soi. Instagram a usage purement privé quand tu postes beaucoup de choses et que ton compte est public. T'es pas mécontent quand beaucoup de gens regardent. Et Bien sûr, et tu c'est vas pour pas ça cracher que... sur 2 followers de plus, quoi. Voilà, exactement. Non, mais Tu te sens bien. sincèrement. Quand t'as la petite notification, tu te sens bien, c'est fait pour d'ailleurs. Après, je pense que t'as des gens qui sont vraiment sur Instagram pour partager du contenu qu'avec leurs amis. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ils ont un compte privé à ce Mhm, moment-là. mhm. Ils vont seulement accepter Ceux la qui famille ou connaissent. les amis, ceux qui connaissent. Mhm. Mais à partir du moment où tu te mets à accepter ne serait-ce qu'une seule personne que tu ne connais pas, c'est la preuve par l'acte que tu es Et on content veut- de partager ce que tu produis avec
quelqu'un avec qui a priori t'as aucun lien. Et du coup, si t'es prêt à le faire avec une personne, pourquoi pas travailler, j'aimerais pas trop être connu, ça m'intéresse pas trop. Ouais, mais pourquoi est-ce que ces 5 personnes, t'as envie qu'elles regardent ton contenu? Tu les connais pas. Pourquoi 5 et pas 6? Ah non, 20 maximum, mais 21, non, tu vois, ça fait pas sens. Ça fonctionne pas. Je suis d'accord, c'est plus un interrupteur que tu switches. À partir du moment où tu le switches, t'es censé le reconnaître vis-à-vis de toi-même, être honnête avec le fait c'est ça. que il y a plus vraiment de limites et qu'il n'y a pas à avoir honte. C'est parce que tu as envie de montrer ce que tu fais à d'autres personnes que ça veut dire que tu crois pas en toi ou tu as besoin de validation, ce qui peut être le cas, et on en a tous besoin. Tu sais, c'est tellement intéressant et c'est vraiment cool parce que je pense que tu es une des seules personnes avec lesquelles je vais pouvoir parler de ça, dans le sens où tu es un des seuls youtubeurs que je connais, et du coup on peut facilement rentrer dans la discussion de est-ce qu'on fait du contenu sur YouTube, sur Instagram ou sur n'importe quel réseau au final, parce qu'on a un besoin de validation. Et tu sais, se mettre en avant, pour se mettre en avant. Et il y a un côté, tu vois, il y a, dans le discours d'aujourd'hui, enfin peut-être aujourd'hui un peu moins, mais surtout à l'époque, t'as je sais pas, t'as une connotation un peu négative à ce truc, ouais, tu veux te montrer, t'as besoin d'être validé, et puis t'as aussi à côté toutes ces phrases, ouais, les choses, faut que tu les fasses pour toi-même ou autre. Mais au final, si on y réfléchit 2 secondes, si tu regardes d'un point de vue biologique ou anthropologique, on est des animaux sociaux. Et on est des animaux sociaux, et le fait qu'on ait envie de faire des choses qui soient validées par les autres, c'est ce qui fait qu'on a une société qui fonctionne. Parce qu'au final, si tu t'en tapes de la vie des autres, tu vas simplement te comporter comme un putain de sociopathe, psychopathe. Enfin, tu vas simplement, comment tu dis, arnaquer les gens, tu t'en fous des règles de politesse, tu respectes pas les gens. À partir du moment où le regard des autres t'importe, tu vas faire en sorte de contrôler un minimum tes rapports sociaux, essayer de leur apporter quelque chose pour ensuite avoir la reconnaissance. Et il n'y a rien de mal à tout ça, tu vois. Ça nous booste notre sérotonine, en gros, de la même manière qu'un... Je sais pas, j'ai l'exemple, le meilleur exemple que j'ai, c'est d'une conférence de Simon Sinek qui explique que pourquoi est-ce que quand tu reçois ton bachelor ou quand tu reçois ton master ou un diplôme de manière générale, pourquoi est-ce qu'on se contente pas genre de t'envoyer ton diplôme par la poste avec voilà, t'as ton bachelor, pouf. Bravo. Mais pourquoi est-ce qu'on fait une cérémonie? On fait la cérémonie pour que tu montes sur la scène, qu'on te donne le truc, on te prend en photo, t'as tous tes profs qui sont en face de toi, t'as tous tes amis, les gens qui ont étudié avec toi, t'as tes parents, tous les autres, et tu les regardes, et puis au moment où tu les regardes et où tu te dis mais j'aurais jamais pu le faire sans vous, et eux ils te regardent et puis ils disent on est super fiers de toi, ça crée un lien, ce lien de sérotonine entre j'ai pas envie de dire le leader, mais la personne qui a, disons, parce qu'au final c'est ça, en fait, plus t'accomplis, plus les autres vont te respecter pour ce que tu accomplis parce que tu apportes des choses à la société quand tu te mets à produire du contenu comme tu le fais par exemple sur YouTube. T'aides les gens. Tu prends sur ton temps libre et surtout tu l'as fait gratuitement pendant. Mais tu continues de le faire gratuitement. Ton contenu YouTube est gratuit. Mais il était mais en plus pendant 2 ans, quand t'arrives, ou pendant la première année j'imagine, où t'arrives quasiment pas à monétiser le truc, tu te tues à la tâche pour aider des gens. Tu vois ce que je veux dire? Et il n'y a rien d'étonnant derrière qu'il y ait des gens, ils se disent « Ah bah vas-y, je vais suivre ce mec, et puis je vais liker ses photos, je vais le commenter, je vais l'encourager. » Il n'y a rien de malsain à tout ça. T'es en train d'aider quelqu'un, la personne est reconnaissante, et ça crée des liens. Tu crées des liens envers les gens. Tu te souviens qu'on avait été à Paris une fois, sauf erreur? Pour le salon du fitness? Oui, le premier salon du fitness où on avait été. On avait demandé sur Twitter, on avait annoncé qu'on venait à Paris, et on a dit sur Twitter écoutez, on vient à Paris, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous loger? Et on avait reçu des réponses, et des gens étaient heureux de nous loger. Et ils sont, venez les gars. Et je vois des gens avec un regard cynique qui pourraient dire, c'est des... profite des gens, de l'autre côté t'as un suceur, mais ça lui fait plaisir de le faire. Et toi, ça te fait plaisir d'avoir pu lui apporter quelque chose et d'avoir ce lien. Donc au final, pour moi, en gros, le job de youtubeur ou d'influenceur, comme on l'appelle, tu crées des liens en fait avec les gens. Et c'est un job, pas pour rien qu'on appelle ça un réseau social. C'est quelque chose qui, à mon avis, est super beau. Ouais. Tu crées des liens, tu les renforces, tu crées Ouais, je suppose que ceux qui arrivent à créer des liens avec des gens qu'ils ne connaissent pas, ils trouvent leur compte, hein, évidemment. Personne s'amuse à suivre telle ou telle personne, alors que tu t'en fous complètement de ce qu'il fait, de ce qu'il dit, de ce qu'il représente, de ce qu'il présente. N'importe quelle personne qui verrait négativement le fait de vouloir se mettre en avant, et c'est notamment le cas aujourd'hui, j'ai l'impression... peut-être je digresse un tout petit peu, mais des fois je vais regarder les comptes de gens, par exemple, qui me suivent sur Instagram, et je vois qu'eux aussi, ils essayent de lancer un petit peu la machine, tu vois, en mode, je commence à créer un peu du contenu, c'est super, mais à chaque fois, très souvent, quand je regarde un peu les posts qui ont lancé le truc, il y a un besoin de justification de la personne, tu vois.
t'as une photo, je sais pas, la première photo à torse nu d'un mec, ou bien selfie après la muscu, ou manifestement, genre, tu veux te mettre un petit peu en avant, tu veux dire... Et d'abord, tu annonces, ouais, je pense que je vais commencer à partager un peu du contenu, comme ça, de musculation, juste mes entraînements, tu vois, sans prétention, tout ça. Et ensuite, il y a le petit texte qui arrive en mode disclaimer, en mode je ne fais pas ça parce que je fais pas ça pour moi, juste pour mon ego. En gros, c'est une espèce de paragraphe de défense en mode ne m'attaque pas pour ça. Si je fais ça, c'est juste pour moi, c'est pas pour me mettre en avant, pour quoi que ce soit. Je pense que je vois complètement ce que tu veux dire et je me demande si en réalité une personne qui au final on vient à rédiger un paragraphe comme ça sur son texte, ce serait pas peut-être parce qu'au final elle-même sait que si elle fait ça c'est pour se mettre en avant. En fait j'ai l'impression qu'il y a un peu une espèce de confusion si tu veux de la part de plein de gens qui essaient de lancer comment on dit, une personal brand, une espèce de marque personnelle, une espèce de compte Instagram ou un truc sur YouTube. Juste partager quoi que ce soit. Ouais, qui le font... comment dire ça? En gros, ils regardent ton Instagram, à toi Eric, et ils disent « Ah, mais Eric, il fonctionne, comment ça fait qu'il fonctionne sur Instagram? Bah, il est beau gosse, il est balèze, il sait faire des trucs stylés, et du coup, ça marche pour lui, et ce qu'il fait, en gros, c'est juste se montrer. » Et t'as plein de gens qui comprennent pas qu'en réalité, si tu grandis sur un compte Instagram, c'est parce qu'il faut apporter de la valeur aux gens. Et montrer, pour prendre l'exemple du street workout, parce que j'en connais plein, te montrer à faire des full planches ou à faire un front lever, juste faire ta photo et montrer genre ton monstre niveau avec tes monstres skills, bah ça va faire baver des gens, donc forcément t'en as 2-3 qui vont venir te suivre parce que tu vas devenir une source de motivation quelque part, sans même forcément essayer de pousser les gens, mais juste en te montrant toi comme t'es balèze, tu peux peut-être inspirer des gens, mais il faut plus si tu veux grandir un truc plus grand. Il faut véritablement être intéressé par ce que tu peux apporter aux gens. C'est exactement ça, le petit point de différence, je pense. Parce que la différence entre avoir un super niveau et avoir un super niveau et être suivi, reconnu par beaucoup de personnes, c'est effectivement, je pense, cette toute petite volonté, qui peut commencer toute petite, mais que tu dois faire grandir, de ne pas seulement être là pour toi, mais également te demander, alors j'ai un super niveau, je peux le montrer de différentes façons. Je peux montrer la même chose et faire passer différents messages avec. Il y a le message où c'est plus, pour prendre des extrêmes, il y a le premier message, c'est, je sais pas, super compétition, j'ai gagné, je suis assuré, je suis super fort. Et il y a le deuxième message, c'est super compétition, je suis content. Tu vois, la full planche à la fin, là, je pense que j'aurais pu mettre plus les épaules un petit peu en avant si toi tu fais ça comme ça. Et partir un peu plus d'une optique de faire en sorte que la personne qui regarde, que tu comprennes un petit peu ce qu'elle cherche quand elle te regarde. Probablement souvent, c'est qu'elle aimerait pouvoir faire les mêmes choses que toi et que si tu as réussi, tu es capable de lui transmettre. Et si tu veux grandir sur les réseaux, il faut pouvoir aider un petit peu donner, en fait, tout simplement, donner aux gens qui viennent te voir ce qu'ils sont venus chercher. Et c'est à toi, c'est pas à eux de changer, c'est à toi de comprendre qui sont ces personnes et qu'est-ce qu'elles recherchent. Et ça veut pas dire trouver qu'est-ce qu'elles seront prêtes à acheter. Ça peut simplement dire trouver qu'est-ce qu'elles vont considérer comme valoir leur temps, valoir leur énergie, valoir leur double tap pour liker ta photo. Tu vois, chaque petit geste a son influence et puis généralement tu construis là-dessus. Tu vas pas leur vendre un truc si vraiment c'est ton objectif. Si vraiment ton but premier là-dedans, c'est d'en faire un business et de faire plein de thunes pour y aller franco, la meilleure stratégie selon moi, c'est de commencer par, tu vois, donner ces toutes petites incentives, ces toutes petites, je sais pas comment on dit en français, donner vraiment envie à la personne de faire le premier pas juste parce qu'elle est contente de ce qu'elle a lu. Ça peut simplement être toi qui raconte ta journée et qui laisse un sentiment de bonheur, de bienveillance, de travail sur soi, de quoi que ce soit qui va faire naître quelque chose de positif chez la personne. Cette personne lui dit c'est intéressant, ça me parle. Moi aussi, ce matin, je me sentais comme ça. Et il a réussi à mettre des mots sur ce que je ressentais. Ça me plaît. J'y vais. Je vais peut-être regarder, je vais peut-être cliquer la prochaine fois qu'il fait quelque chose, juste pour voir ce qu'il a à dire. Ça part de là. Et si ton but c'est de faire un max de thunes, ensuite tu continues. Mais si ton but principal est égoïste
avoué, et narcissique. il n'y a aucun problème avec ça, hein, chaque personne fait ça pour les raisons qui lui plaît. Je pense que le voie de la générosité et du partage, c'est la meilleure, égoïstement parlant aussi. Et du coup, à partir de là, selon moi, le chemin, il est évident. C'est... Tes sources d'inspiration, parce que là, on a du coup J'aimerais un peu connaître tes sources d'inspiration, parce qu'il y a des gens qui t'ont inspiré, qui t'ont poussé en fait à rentrer dans cette démarche de YouTube. Là, on a un côté très, comment dire, peut-être presque philosophique en fait, de comment, enfin, ou philosophique, en tout cas très social, comment aborder la chose. Maintenant, comment trouver la force, comment trouver l'énergie, le fuel qui va te... Parce que c'est du boulot, c'est énormément de boulot. Comment est-ce que ça se fait que même en comprenant... Parce que c'est vrai, les gens qui vont écouter, ils vont se dire « Ah bah oui, ça fait sens, il faut faire du contenu qui aide les gens. Mais maintenant, comment est-ce que je trouve l'énergie pour le faire? Par où je commence? Qu'est-ce qui... » Ce genre de questions, comment est-ce que tu pourrais, à ton avis, répondre à ces gens? Parce que tu as quand même aujourd'hui une chaîne YouTube à combien? 165 000. 165 000 personnes, c'est beaucoup. C'est mine de rien, c'est beaucoup. On est habitué à voir plein de gros chiffres, mais 165 000 personnes, c'est pas rien. Moi, j'ai l'idée comme ça, tu sais, parce qu'il y a... j'ai une période de ma vie où je consommais beaucoup de drogue, notamment, enfin beaucoup de cannabis en fait. Et je traînais du coup forcément avec des gens qui le faisaient aussi. Et un discours qui tournait pas mal dans ce genre de soirée, c'était qu'au final, peu importe les actions que tu vas entreprendre, quelle différence est-ce que ça va faire dans 10 000 ans? Genre, que ton rôle sur cette terre, quelque part, genre, qu'est-ce qu'on s'en tape de ce que tu fais sur terre? Pourquoi est-ce que tu devrais monter une chaîne YouTube? Pourquoi est-ce que tu devrais genre, essayer d'inventer un truc ou de faire un boulot, de trouver un sens à ta vie? Et en fait, j'ai entendu de la part d'un psychologue canadien dont je t'avais déjà parlé une fois et dont j'ai déjà parlé sur YouTube, Peterson, qui utilise un procédé arithmétique assez simple, qui dit que on n'est pas simplement des individus déconnectés des autres, on est tous au centre d'un réseau. Au cours de ta vie, un individu normal, au cours de sa vie, il va être en contact peut-être avec 1000 personnes. Et c'est-à-dire que chacune des personnes avec qui cet individu est en contact, donc chacune des 1000 personnes, est elle-même en contact avec 1000 personnes. C'est-à-dire que tes actions, elles vont quelque part avoir une influence sur 1000 personnes autour de toi. Mais tu es à une personne d'écart de 1 million de personnes. Et à 2 personnes d'écart de... Enfin, je sais plus exactement combien c'est, mais j'aurais envie de dire 1 milliard, mais je suis pas sûr. Ouais, c'est exponentiel. Peut-être un peu moins, mais c'est hyper exponentiel, tu vois. Toi, tu as un réseau de 160 000 personnes. Tu fais une vidéo, tu tapes 200 000 vues, tu passes un message qui touche les gens. Qu'est-ce qui se passe chez 200 000 personnes? Tu fais 200 000 vues, ok? Tu te rends compte de l'exponentialité du truc. Chacune de ces 200 000 personnes que tu auras touchées, et parmi eux, il y aura d'autres influenceurs, d'autres youtubeurs qui eux-mêmes auront un réseau encore plus grand, tu as un impact immense sur les gens. En tant que, quand tu commences à développer tes réseaux, ou ta communication, simplement tes réseaux sociaux, tu développes ton réseau au final. Tu développes ton réseau, ton network. Tu commences à avoir un impact sérieux sur les gens. Et si tu décides de faire passer un message chouette, c'est... Au final, on a beaucoup plus... Enfin, je sais pas pourquoi je parlais de ça, mais je trouvais vraiment la réflexion intéressante de se dire que tu as quand même, à ton niveau, un impact mais immense sur le monde. J'ai envie de dire. Tu commences à me faire peur, là. J'ai envie de dire sur le monde. Non, mais sincèrement. Suivant comment tu le vois. Parce que peut-être que c'est pas maintenant que... C'est pas, tu fais ta vidéo, c'est peut-être pas maintenant que ça va directement se répercuter avec une personne d'écart, mais peut-être que tu vas influencer une personne ça va un peu changer le cours de sa vie, et dans 3 ans, elle va prendre une décision qui... Tu vois ce que je veux dire, ça ricoche et ça part loin. Enfin, en gros, moi, je trouve que ça fait beaucoup de sens, en fait, ce que tu fais. Ça demande beaucoup de responsabilité aussi à côté de ça, parce que un grand pouvoir... Oui, tout ça. Mais c'est vrai, il me semble que tu avais commencé en parlant, du coup, de cette motivation. D'où est-ce que tu décides que ça... D'où est-ce que tu décides... Non, mais avec plaisir. Heureusement qu'on a du temps. D'où est-ce que tu décides que ça vaut la peine, que on a quelque chose à faire, que... Pourquoi? Et comment est-ce que tu trouves la motivation, à défaut d'un meilleur terme en tout cas, pour commencer, pour continuer, pour faire quelque chose et te dire que ça peut faire une différence quelque part, ça peut résonner quelque part? C'est une très bonne question. Je ne suis pas sûr d'avoir la réponse. Je pense que tu dois peut-être avoir un espèce de sentiment quand même difficile à décrire dans toi, qui est une envie quand même réelle de lancer
un caillou dans le ravin et de voir si ça va faire du bruit au fond, ça va toucher le fond à un moment donné ou si ça va juste tomber pour toujours. Il faut... D'où est-ce que tu trouves la motivation? La motivation, selon moi, c'est un dommage collatéral, c'est un produit qui est créé en parallèle de l'avancée, de l'amélioration, du succès, peu importe ta définition du terme, qui peut être extrêmement vaste. Si tu as l'impression que ce que tu fais, ça te fait avancer dans la bonne direction, je pense que tu vas faire un pas en avant, et quand tu fais un pas, tu soulèves un petit peu de terre, et la terre, c'est la motivation. Quand tu dis ce que tu fais te fait avancer dans la bonne direction, je pense que moi, il y a un mot pour moi qui éclate, c'est le sens. Quand tu as l'impression que ce que tu fais a un sens, c'est là que tu trouves la motivation. Et du coup, comment trouver un sens dans ce que tu fais? C'est là qu'il faut un peu te poser des questions. Et c'est là que ça demande beaucoup C'est compliqué, hein, parce que non seulement c'est compliqué, mais en plus, ça sonne cliché, c'est pas quelque chose qui est vendeur quand tu dis pourquoi est-ce que tu devrais créer du contenu sur Instagram pour devenir connu? Eh bien, pourquoi? C'est exactement la question, il faut commencer par là. Pourquoi est-ce que tu as envie de faire ça? Et ça, je te demande pas de l'expliquer à moi, ni à tes parents, ni à qui que ce soit, parce que ça sera biaisé. Notamment si tu n'as pas encore commencé, c'est impossible de définir un pourquoi quand tu as la pression sociale de quelqu'un qui va te juger instantanément. Et qui a déjà son idée préconçue. Mais vis-à-vis de toi-même, tu as le droit de te poser la question pourquoi est-ce que j'ai envie de faire ça? Et c'est là que c'est très compliqué, c'est pas quelque chose, tu vois, je vais pas faire une vidéo sur trouve ton pourquoi. D'ailleurs, il y a des super livres là-dessus, comme le livre de Simon Sinek, Start with Why, Find Your Why, il en a fait plein là-dessus, je les ai lus d'ailleurs, ils sont très bien. C'est essayer d'être le plus honnête avec soi-même, ce qui est super dur, qui demande beaucoup de travail, ça m'étonnerait beaucoup que j'y sois arrivé, mais j'ai déjà essayé, de te demander pourquoi est-ce que je fais ça, quel est le sens que je cherche là-dedans, et en travaillant un petit peu là-dessus, ça peut commencer par des questions, tu vois, parce que le but, quand tu veux trouver la motivation, c'est de faire quelque chose qui te plaise. Comment tu fais pour trouver quelque chose qui te plaît? Et bien à nouveau, tu te poses avec toi-même, tu te poses la question, est-ce que je me réveille demain matin? J'ai pas de travail, j'ai pas d'obligation, personne m'attend nulle part, j'ai pas de souci d'argent financier, je peux manger et boire ce que je veux. Qu'est-ce que je vais faire de ma journée? Qu'est-ce que j'aurais envie de faire, que je pourrais faire longtemps, en oubliant la notion du temps, en m'amusant, que ça soit seul avec des gens, avec mes mains, en lisant quelque chose. Qu'est-ce que j'aurais envie de faire? Tu cherches une petite... Tu devrais trouver des idées. C'est très difficile au début. Au début, tu vas te demander... Au début, tu vas raccorder ça... implicitement, tu vas raccorder ça à ce que tu fais quand tu as du temps libre. Tu vas te dire, moi, quand j'ai du temps libre, je vais faire la muscu, je vais jouer au foot avec mes potes, j'ai le volley 3 fois par semaine. Tu vas te dire, le volley, ça me plaît. Tu vois, c'est la réponse logique. Tu vas te dire, le volley. Du coup... comment est-ce que je fais pour vivre du volley? C'est impossible, c'est super dur, il faut être super fort. Une fois que tu as éventuellement une petite liste de choses, tu te dis c'est viable, des idées viables. Ensuite, c'est là que vient éventuellement le moment où il faut trouver, tu vois, à défaut d'un meilleur terme, si tu veux pouvoir en vivre et que tu as envie de faire ça très longtemps et de manifester ça dans la réalité de la chose, il faut trouver un moyen de pouvoir manger avec et de payer tes impôts. Une fois que tu peux manger et payer tes impôts, t'es pas mal, et c'est là que les moyens qu'on a aujourd'hui, notamment via les réseaux sociaux, permettent de transformer la grande majorité de ces idées que tu pourrais trouver en un business qui n'était pas faisable avant. Et ça veut pas dire non plus que pour partager quelque chose sur Instagram, il faut que ça vienne d'une envie d'en gagner ta vie. Tu peux très bien faire ça à côté de ton travail, que ce soit dans le but ou non que ça remplace ton travail un jour ou pas, ou tout simplement parce que quand tu te dis pourquoi est-ce que j'ai envie de faire ça? Eh bien parce que moi, si j'ai le sentiment que je puisse impacter la vie de mes amis, en leur montrant, parce que mes amis font, je sais pas, ils font pas de sport, ils font pas de piano, en partageant ce que je fais moi, ça me permettra de créer des discussions plus intenses quand je fais des soirées avec mes amis. Ça peut être largement suffisant, tu vois. Moi, je pourrais parler avec toi des heures, j'aurais pas besoin nécessairement. D'ailleurs, on l'a fait pendant 3 ans, où on s'est parlé, on a partagé des choses, sans ressentir le besoin oppressant de filmer, de partager tout ça. D'ailleurs, on n'a jamais fait au final. On n'a jamais fait, et on s'est dit un jour, bon, pourquoi pas allier l'utile et à l'agréable, ouais. Et c'est de là qu'on se retrouve ici aujourd'hui. Mais, tu vois, j'ai l'impression là, en m'écoutant parler, que ma réponse est très vague, elle est très floue sur quelle est la façon d'être motivé, mais j'espère que ça peut poser quelques petites graines, parce qu'au final, cette raison, elle est unique à chacun.
sais pas ce que tu en penses. Bon, moi, j'ai compris ce que tu voulais dire parce que je pense qu'on est plus ou moins sur la même longueur d'onde. Je pense que d'un point de vue plus pratique maintenant, quelqu'un qui s'est dit, ok, bon, bah alors, évidemment, pas tout le monde a envie de lancer un business sur Instagram ou sur YouTube, mais on est ici pour parler de ça parce que, bah, évidemment, on est deux personnes. Je pense pas avoir ce genre de discussion avec tous les gens que je vais inviter, donc allez, tapons dans le sujet. Quelqu'un a dit, ok, mais moi, je sais pas comment ça fonctionne. Je sais pas concrètement, j'ai envie d'en apprendre plus, j'ai envie de connaître plus d'étapes concrètes. Est-ce que tu aurais des auteurs à recommander? Je sais qu'on a lu, je pense très fort à 2 auteurs que toi et moi on a lus. Un auteur que tu m'as recommandé et un auteur que je t'ai recommandé, on a lu les 2 leurs livres. Est-ce que tu vois ou est-ce que je balance les noms? Je vais sortir les noms. Il y a Grant Cardone qui a sorti un putain de livre qui s'appelle Be Obsessed or Be Average. Be Obsessed or Be Average. Et ce livre, moi, je le considérerais comme le fuel, comme l'essence, comme le feu qui te file la patate et la motivation. Grant Cardone, c'est un... Bah, il fait quoi? Il est surtout dans le real estate maintenant, dans l'investissement immobilier. En gros, c'est un monstre businessman américain. Le mec vient d'un milieu très modeste aux États-Unis. Son père est mort quand il était assez jeune. Il a observé sa mère pendant toute son enfance galérer à payer les factures, découper les petits coupons de réduction pour le supermarché, prier pour que la lumière ne s'éteigne pas dans leur appartement. C'est une famille assez grande, je crois. La mère devait s'occuper de 4, peut-être même 5 enfants, je sais plus. Enfin, je sais qu'ils étaient beaucoup. Et assez rapidement, il se souvient, et il le raconte dans son livre. On ne va pas raconter tout le livre, mais de manière générale, c'est un livre dans lequel il raconte son histoire. Et son histoire, c'est que depuis très jeune, il avait envie de faire un truc, il avait une obsession quelque part, et il avait envie de ne pas vivre comme sa mère. Il n'avait pas envie de continuer à vivre dans la pauvreté. Il avait cette énergie au fond de lui qu'il a, jusqu'à ses 25 ans, utilisé de manière complètement destructrice. Il avait cette obsession pour quelque chose et il a tout mis dans la drogue. Et il expliquait que, justement, n'importe quelle drogue qui lui tombait sous la main, bam, il la prenait. Tous les jours, il disait « Je vais pas prendre de drogue, je vais pas prendre de drogue, je vais pas prendre de drogue ». Et genre, 2 minutes après, il était avec une seringue dans le bras. Il s'est fait... il traînait du coup avec des gens pas forcément très fréquentables. Il s'est fait une monstre cicatrice sur la gueule parce qu'il a failli se faire buter. Jusqu'au jour où sa mère lui a dit « Je veux plus que tu viennes dans ma famille ». Et je crois à 25 ans, il dit « Ok, j'arrive pas. Il faut que j'ai besoin d'aide ». Il est allé en cure de désintox. En sortant de la cure, il s'est dit maintenant il faut que je m'investisse dans quelque chose, j'ai une obsession, j'ai cette énergie, il faut que j'arrête de l'utiliser de manière destructrice. Et il s'est mis à vendre des voitures, je crois. Il s'est mis à fond dans la vente, exactement. Il a dit j'ai ce job que je déteste dans la vente de voitures et je vais devenir un expert dans ce domaine-là. Et il a commencé à lire des bouquins. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui... Parce que moi je sais qu'il y a plein de gens qui nous écoutent qui ont ce feu, qui ont ce sentiment au fond d'eux, qui peuvent faire quelque chose, tu vois. Et... le livre de Grant Cardone, à mon avis, ce Be Obsessed or Be Average, sont donc soit obsédé ou soit moyen, quelque part, ce serait ça la traduction, ça veut dire. Qui est très bon en audiobook en anglais parce que c'est l'auteur qui raconte sa propre histoire et il la raconte bien. Plus de passion, forcément. Ouais, avec beaucoup de passion. Et ce genre de livre, c'est le genre de livre qui te file la pêche, quoi. Moi, ce livre, il nous a filé, je me souviens, je crois que j'avais commencé à l'écouter et j'avais même pas fini le livre. J'ai dit, Eric, il faut que tu lises ce truc parce que ce truc, c'est de la frappe. Et le mec t'explique, excuse-moi, je termine rapidement, le mec t'explique que si tu as déjà à un stade dans ta vie été obsédé par quelque chose, que ce soit n'importe quoi, que ce soit le jeu vidéo, que ce soit Candy Crush, que ce soit le porno, que ce soit le sport, que ce soit absolument n'importe quoi, tu as cette flamme en toi. Et à partir du moment où tu as cette flamme en toi, il faut que tu apprennes à la rediriger vers quelque chose. Et à partir du moment où tu réussis à rediriger cette flamme vers quelque chose, et pour ça il faut le sens, donc pourquoi est-ce que je dirigerais ma flamme vers ce sens-ci ou vers ce sens-là, ben tu défonces tout. Et le mec raconte son histoire, et ce type maintenant il vole en jet, il a son propre jet, d'un point de vue financier en tout cas, il a tout pété. Après c'est peut-être pas le livre à considérer comme une bible, parce qu'à mon avis il y a d'autres aspects dans la vie, mais... à ce niveau-là, il a bien géré. Et c'est vrai que ce que tu as dit par rapport au fait qu'il était vendeur de voitures et qu'il détestait ça, il s'est dit, je déteste vendre des voitures, mais en fait, je vais simplement me détacher mes émotions de ça et je vais simplement essayer de devenir meilleur à ça, peu importe ce que j'en pense. Et une fois qu'il est devenu meilleur à ça, il a pris goût à la chose aussi et il a appris à
à rediriger cette, je sais pas, cette éthique de travail, on pourrait voir ça comme ça, à d'autres aspects de sa vie. Et comme toi tu dis que ce livre, il nous a donné la pêche, moi ce que je me souviens bien... Je me souviens même, c'était trop... Je me souviens, des fois on était dans la voiture, et au lieu de mettre de la musique, on mettait le livre, et on roulait en voiture, et on écoutait l'audiobook, et on était dans la voiture, on parlait pas. Ou des fois, je sais pas si on mettait pause, genre, je m'en souviens pas, mais... On écoutait le livre dans la voiture, genre on était deux, au lieu de parler, on écoutait juste le livre, on était là, waouh, on était hypé de ouf, tu vois. Genre, je me souviens t'envoyer des messages vocaux en imitant sa voix aussi. Après, on commençait à parodier un petit peu le truc. Mais ce que je me souviens, c'est que tout à la fin du livre, il a résumé le truc qui, chez moi, a eu un espèce de déclic. C'est pour ça que j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre et que je l'ai même offert à des personnes, notamment des personnes de ma famille. C'est qu'à la fin, en fait, il te donne un petit peu ce qu'il m'a donné, en tout cas un petit peu ce que j'attendais depuis le début en écoutant ce livre. C'est qu'à la fin, il dit, voilà, si tu sens que tu es un peu obsédé, tu sens que tu as ce feu à l'intérieur de toi, moi, peu importe qui je suis, je te donne la permission de libérer ça. Je te donne la permission de libérer ton feu, peu importe dans ce que c'est, tu as ma permission. Et il le dit vraiment comme ça, et je me suis dit, putain, mais ouais, j'ai la permission. Pourquoi est-ce que je me bride dans ce que j'ai envie de faire ou de lancer ou quoi? Et c'est là que ça m'a retourné la tête. En tout cas, en termes de motivation extrinsèque, externe, extérieure, être motivé par quelque chose. Ouais, je sais pas si ça se dit. Fort. Mais je crois, attends, intrinsèque, c'est qui vient de l'intérieur, donc extra, j'imagine. Ouais. J'ai jamais entendu, mais c'est joli. Ça marche bien. Ouais, c'est un bête de livre. Et du coup, tu parlais d'un deuxième livre que toi, tu m'as recommandé, d'un Biélorusse qui a émigré aux États-Unis quand il avait 11 ans. Ah oui, Gary. Oui, alors justement, Gary Vaynerchuk. Et tu parlais de mes sources de motivation. Moi, j'adore ce mec, Gary Vaynerchuk. J'adore ce qu'il fait, sa façon de le faire, le message qu'il transmet, surtout aussi dans ses réseaux aujourd'hui. Ça reste quand même quelqu'un que je suis très régulièrement. Je regarde pas mal ses vidéos. Quand je suis en mode je me divertis sur YouTube, j'aime bien regarder ce qu'il fait. Je suis navré, ok, ça enregistre toujours. J'ai l'ordi qui s'est mis en veille et j'avais peur que l'enregistrement ait arrêté. Est-ce que ça filme toujours de ton côté? Yes. T'as le son? Tout marche. Et ça filme là? J'arrive pas trop à voir avec les projecteurs. Yes, ouais, ça marche. Ouais. Ok, top. Alors, Gary Vaynerchuk. Ouais, et lui, c'est l'exemple classique d'un mec qui en avait, qui a des choses à raconter, des choses de grande valeur, et qui, en tout cas, donne l'impression, parce qu'évidemment, je le connais pas, mais qui donne l'impression d'être détaché du résultat d'un point de vue... tu vois, il n'est pas là pour faire de l'argent, il n'est pas là pour... tout son contenu est gratuit, en fait. Son contenu est gratuit. Il n'est pas là pour t'extorquer quoi que ce soit. Il vend rien. Parce qu'il n'en a pas besoin. Il n'en a pas besoin pour trouver sa valeur interne, en plus financièrement parlant, évidemment, qu'il s'en sort bien. Tout va bien. Et c'est qui ce Gary Vaynerchuk, d'où il vient? En fait, il est CEO. Il a travaillé pendant très longtemps dans l'entreprise de ses parents qui vendaient de l'alcool dans le liquor store d'alcool de son père. Il a monté ce business, il a décuplé les revenus de ce business. Comment est-ce qu'il l'a fait? Il est entrepreneur dans l'âme, dans ce qu'il dit. Il arrive à déconstruire les choses et à se rendre compte de comment les améliorer pour les démultiplier, en fait. C'est un petit peu ce qu'un entrepreneur fait, je suppose. Il arrive à prendre une machine, à l'améliorer et à se sortir lui-même de la machine de façon à ce qu'elle continue à tourner toute seule. Ouais. C'est ça, un entrepreneur. C'est que ensuite, ce qu'il crée ne dépend plus de lui et tourne tout seul. Et il est sorti de ça en ayant démultiplié le chiffre d'affaires de cette entreprise. Truc de taré, hein. Il a fait ça au début d'Internet, dans les commencements d'Internet, si je me trompe pas. En plus, il était précurseur sur... C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est balèze dans les réseaux sociaux. En fait, il a la faculté, d'après ce qu'il dit lui, de reconnaître de savoir où est l'attention des consommateurs et qu'il sait il sait trouver, disons, la bonne affaire quand on en est encore au début. Par exemple, Instagram, ça devient un gros truc, lui, ça sera le premier sur Instagram. Ouais. Et sa méthodologie, c'est pas j'ai un don inné, personne d'autre là. Sa méthodologie, c'est il fonce. Voilà, je commence Instagram, je commence Snapchat, je commence ça. Tu commences 100 000 choses, t'as juste besoin qu'il y en ait une qui buzz à 1 million pour récupérer ton truc dedans. Il est un peu considéré comme un addict du travail, tu sais, il y a beaucoup de gens qui... Parce qu'en fait, je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il fait sur sa chaîne YouTube, c'est en gros, il a 1 ou 2 caméramans qui le suivent toute la journée pour qu'en gros, on puisse voir à quel point il bosse. Parce qu'il n'a pas envie qu'on vienne lui dire « Ouais, mais de toute façon, t'es arrivé ici par chance » ou je sais pas quoi, t'as eu du bol. Il veut vraiment, genre, comme il le dit, je crois, genre, que les gens ils ravalent leurs mots, si ces mots, genre...
venaient à sortir de leur bouche. Il veut montrer en fait qu'il bosse comme un taré et genre dès qu'il y a un nouveau réseau social qui sort, bam, il est dessus, il attend pas de savoir si oui ça va marcher ou pas. Comme il le dit, genre pendant que toi, tu es encore en train de réfléchir, d'évaluer le retour sur investissement. Est-ce que je me mets sur TikTok? Est-ce que c'est pas trop tard? Est-ce que c'est trop tôt? Est-ce que j'attends que ça devienne quelque chose? Lui, s'en va les couilles. Il y va et il balance. Dès que ça marche plus, il s'attache pas émotionnellement au truc. Et si ça marche plus, bah ça marche plus. Il va à l'endroit où les gens sont maintenant. Ouais. Et du coup, lui, il est CEO, hein, il est chef d'une énorme entreprise de 900 employés, une agence de communication, de marketing digital. VaynerMedia, c'est ça? Et c'est ça, ouais, c'est ça. Et c'est ça son travail. Son travail, c'est pas d'être filmé, c'est pas de faire des speeches motivationnels comme on le voit souvent. Son travail, c'est d'être CEO. Ouais. Et par la même occasion, il documente ce qu'il fait. Il crée pas grand-chose, comme il dit, lui. C'est d'ailleurs un de ses conseils pratiques. Ouais, conseils pratiques, on en parlait. Ça peut être un très bon conseil, on peut en parler. Un bon conseil, c'est que il dit « don't create, document ». Ça veut dire, si tu n'arrives pas à créer, si tu n'as pas envie ou pour quelconque raison, tu n'arrives pas à créer quelque chose, tu peux documenter quelque chose. C'est ce qu'il fait. Lui, il n'a pas le temps de créer des trucs parce qu'il est trop occupé à gérer son énorme entreprise. Par contre, il a des personnes qui le filment, lui, pendant qu'il gère son business. On peut appeler ça, tu vois, la forme la plus basique et reconnaissable de ça, c'est un vlog. On peut appeler ça un vlog. Et il documente simplement le processus. Quelqu'un qui aujourd'hui voulait se lancer sur les réseaux, comment est-ce qu'il applique ce conseil de don't create, document? Si tu peux le vulgariser pour qu'on comprenne un peu mieux. Je vais prendre l'exemple du sport, du street workout peut-être par exemple, parce que c'est les conseils que je me retrouve à donner des fois en message privé sur Instagram. Moi aussi. Et ça m'étonne pas du tout. C'est un exemple parfait. C'est je reçois un message qui va de l'ordre du salut Eric, j'aimerais bien moi aussi commencer à partager du contenu sur Instagram, etc. Est-ce que tu aurais des conseils ou quoi? Je lui réponds, je lui donne quelques conseils généraux, qui sont peut-être trop généraux, qui ne sont pas exactement ce qu'il attendait. Et en fait, sa conclusion, la plupart du temps, c'est ah oui, mais c'est pas maintenant, je vais pas commencer maintenant. En fait, j'attends d'avoir un bon niveau pour commencer à partager des choses. Et c'est là qu'il faut, de mon point de vue en tout cas, essayer de ne pas le brusquer en lui disant tu vois ça à l'envers. Au contraire, la meilleure chose à faire, c'est de documenter comment tu vas avoir ce niveau. C'est tellement plus intéressant, tu as tellement plus de ressources, tu as tellement plus de contenu. Ça, c'est meilleur à tous les points de vue, parce que tu peux commencer maintenant. Ça prend moins de temps, tu commences maintenant, c'est plus efficace parce que qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour capter l'attention des gens que les histoires? Les gens adorent qu'on leur raconte des histoires. Tout le monde veut voir l'histoire du personnage qui a un certain niveau dans sa vie, qui veut arriver à un autre niveau, que ce soit dans le sport ou dans n'importe quoi, et voir le procédé de « Oh merde, aujourd'hui c'était la merde, genre je me suis pété un truc, oh merde, aujourd'hui c'est oh yeah, aujourd'hui j'ai eu la bonne opportunité, j'ai écrit à ce mec-là, on va faire une collab ». Tout ce processus justement de ce chemin, cette histoire, c'est ce que les gens adorent. Et d'ailleurs, du coup je peux donner un exemple pratique sur ma chaîne YouTube, la vidéo qui a le mieux fonctionné de ma chaîne, mais de loin, c'est l'histoire que j'ai racontée de moi qui vais au championnat suisse avec je crois que j'ai commencé 20 jours avant où je montre les entraînements jusqu'au championnat suisse. Et c'est parce que moi je peux voir du coup en tant que créateur, je peux voir les stats, je peux voir quand est-ce que les gens quittent la vidéo, donc je peux voir si c'est une vidéo que beaucoup de gens commencent à regarder. Au bout d'une minute, 90% des gens, 90% des gens pour les Français, se sont barrés. Mais sur cette vidéo, les gens ont envie de connaître la suite. Donc tu fais ton histoire sur toi en train d'apprendre la full planche, toi en train de lancer ta boîte, toi en train d'apprendre à jouer d'un instrument, toi en train d'apprendre à cuisiner ou n'importe quoi. Et les gens toi en train d'apprendre à élever des enfants, ça peut être plein de choses. T'as même pas besoin de... Tu vois, tu peux juste vivre ta vie. D'ailleurs, toi en train d'apprendre à vivre ta vie. Comment tu fais ensuite la distinction entre vivre ta vie et la vivre dans l'instant ou alors, parce que sortir un téléphone... C'est d'ailleurs quand t'es arrivé hier, parce que du coup t'es arrivé hier chez moi, t'es arrivé, j'étais en train de m'entraîner, oh cliché, bref, j'étais en train de m'entraîner, et t'es arrivé, il y avait Maurizio, cet Italien qui s'entraînait avec nous, et t'as sorti ton téléphone et t'as commencé à filmer, t'as fait des stories, parce que t'es beaucoup plus impliqué dans YouTube que moi. Alors les gens le savent, ceux qui sont sur ma chaîne, ils sont pas forcément genre submergés par mon contenu. Toi t'as une éthique de travail, t'as aussi plus de temps, faut le dire, mais t'as une éthique de travail et t'es plus sérieux dans ce que tu fais, t'as plus de discipline, je dirais. Comment est-ce que tu fais la différence entre, écoute, là j'ai juste envie de m'entraîner avec ces gars, ou alors je vais sortir mon téléphone et je vais le filmer. Pareil avec tes enfants. Je vais juste vivre le moment avec mes enfants, où je vais juste
profiter de l'instant de moi en train d'apprendre la guitare, ressentir le truc, ou est-ce que je dois réfléchir à ok, il y a une caméra ici, nanana, est-ce que je dois faker le truc ou pas? Tu vois, genre cette espèce d'équilibre. Genre comment tu le... Parce que je sais que c'est cliché, mais genre beaucoup de gens nous voient comme ça. Beaucoup de gens nous disent ouais, ces youtubeurs, ces instagrammeurs, ils sont tout le temps en train de montrer ce qu'ils font et ils vivent pas vraiment, si tu veux. Il y a genre... En gros, j'avais pas une soirée, il y a 2 mecs qui sont venus dans ma chambre, des gars de la résidence. On est ici dans une résidence avec 140 étudiants qui viennent de partout dans le monde. On a fait une soirée hier soir, t'as vu, il y avait des nationalités de partout sur la carte en vrai. Genre, t'en as pas 2 qui viennent, enfin un peu plus de Turcs et plus d'Indiens, mais pas mal de Chinois. Mais les Chinois ils se cachent un peu en ce moment. Hein. Non mais c'est vrai, les Chinois étaient pas là. Je suppose. Mais du coup, les 2 mecs étaient là et puis ils voient qu'au final je fais jamais de story parce que je suis pas actif sur les réseaux, mais ils m'ont quand même dit, c'est marrant parce que quand on a appris que tu faisais du contenu sur YouTube, c'est ça la première idée qu'on a eue de toi. C'est que t'es quelque part cette espèce d'individu un peu déconnecté de l'instant et que t'es plus focalisé sur comment est-ce que je vais pouvoir représenter l'instant pour les autres. Toi, tu vois comment ce truc? C'est compliqué. Alors évidemment, je peux pas me mettre à la place de celui qui éduque son enfant et qui le vlog sur sa chaîne YouTube en même temps. De mon propre point de vue, la meilleure... l'occasion parfaite à laquelle je me pose ce genre de questions, c'est quand je vais m'entraîner typiquement. Parce que je me dis, d'un côté, je peux m'entraîner sérieusement et je suis dedans à 100% et c'est sûrement ce qui maximise mes progrès sportifs. D'un autre côté, je peux prendre le temps de mettre mon petit trépied, de me filmer en train de faire ma première série de X ou Y. Ensuite, il faut que je découpe un peu la vidéo, que je la mette sur ma story. Il faut que ce soit relativement intéressant à regarder. Là, on parle d'une story. Il n'y a pas beaucoup d'ambition dans une story. Tu as besoin que ce soit un blockbuster. Tu veux filmer une vidéo YouTube, c'est encore différent parce qu'il faut plaire aux gens qui regardent, algorithme, tout ça. Le compromis entre les deux, il est délicat, moi je trouve. Il est délicat, j'ai du mal à gérer les deux. Et c'est pour ça que j'essaye de connaître un petit peu mes priorités dans la vie. Typiquement, ma priorité dans la vie, si je compare 2 choses relativement en conflit et évidentes, c'est la création de contenu et mon entraînement personnel, mon amélioration dans mes entraînements. Et je me rends de plus en plus compte, ça fait un moment maintenant que je me rends compte que ce qui me passionne plus dans la vie, c'est créer des choses plus que m'entraîner pour devenir champion du monde, tu vois. Parce que devenir champion du monde et créer une chaîne autour du même sujet qui marche très bien, c'est 2 chemins qui peuvent un peu s'entrecroiser, mais c'est très difficile à gérer. Évidemment. Et si moi je veux devenir champion du monde, je partage plus rien. J'ai pas le temps de partager des trucs. Moi, je suis concentré sur devenir champion du monde. Et devenir champion du monde, c'est un travail sûrement... J'ai aucune idée de ce que ça représente. C'est sûrement un truc à plein temps, mentalement parlant. Tu peux pas te décider, l'angle de la lumière, pendant que je fais mes pompes, faut qu'on voit mes triceps ou je sais pas quoi. La pompe supplémentaire qui va te permettre tu perds pas de temps à faire ça. Bien sûr. Et c'est pour ça que souvent, je compromets un petit peu mes entraînements pour créer du contenu, parce que j'ai l'impression qu'en tout et pour tout, ça m'apporte plus de valeur à moi. Parce que je prends plus de plaisir et ça m'apporte plus de pouvoir partager une petite partie de mon entraînement, même si je dois compromettre 15% de son efficacité, par exemple. Et tu l'as dit aussi, étant donné que je considère que c'est mon métier, c'est de ça que je passe mon temps, j'ai beaucoup de temps, je l'investis là-dedans avec plaisir et c'est le principe. Et après, il y a d'autres avantages superflus qui sont je vais pas m'entraîner, je vais travailler. Quand je suis en train de m'entraîner, en fait, je travaille, tu vois. Au final, c'est marrant tu vois ça comme tu veux, quoi. Tu me fais... ta réponse, elle est ultra intéressante parce que c'est vrai qu'à partir du moment où la création de contenu, c'est ton boulot, quel est le mal, je veux dire, ça fait partie du truc, si tu veux. Genre, tu vas pas reprocher à un plombier, un mécanicien de passer du temps à réparer des voitures en lui disant t'es pas en train de vivre ta vie, arrête de faire des trucs. Une bonne façon de voir la chose. Tu te filmes en train de t'entraîner, ça fait partie de ton boulot, et t'as des moments où tu t'entraînes sans te filmer au final. Donc, j'en ai beaucoup, oui. Effectivement, j'en ai beaucoup. Donc, parce que c'est ce que je ressens dans le moment. Mais c'est une très bonne façon de voir la chose, effectivement. À partir du moment où tu considères que c'est ton travail, et c'est clairement le cas pour moi, je me dis, je vais m'entraîner, mais pendant 20% du temps où je m'entraîne, en fait, ce sera du travail. Parce que mettre le trépied, monter la vidéo, rajouter une musique par-dessus, la publier en story avec un petit texte en mode aujourd'hui j'ai fait extraction, c'est pas, à mon avis, c'est pas juste pour montrer à quel point je suis fort ou déterminé, motivé à m'entraîner tous les jours, c'est parce que ça va apporter de la valeur aux gens, ça va apporter de la valeur à ce que je veux faire de mon travail, et selon moi, je suis fier, tu vois, je ressens cette petite fierté
d'avoir fait un petit pas dans la bonne direction. Ouais. Et j'ai fait ce petit pas, je suis un petit peu motivé. En plus, la motivation, tu vois, c'est aussi quelque chose qui touche plein de choses dans ma vie. Je suis motivé parce que j'ai créé un petit morceau de contenu en plus aujourd'hui. Bah, cette motivation, elle peut s'appliquer à je suis chaud, je vais retourner m'entraîner demain parce que je suis chaud. Moi, tu vois, quand je suis motivé, ça peut me donner envie de faire des pompes, ça peut me donner envie d'écrire un livre, tu vois. Donc, c'est contagieux. T'as pensé à ça? Ouais, j'ai pensé à ça et je pense que ça va arriver un jour, je pense. Ouais. Ça me plaît, en tout cas, l'idée me plaît, tu vois, c'est la même chose. Je pars de rien, comme ma chaîne YouTube, je me dis, c'est un beau challenge, écrire un livre. C'est cool, ça me plairait d'avoir fait ça, parce que je sens que ça va me plaire de faire ça. Et que le résultat derrière, j'en serais fier, etc. Et puis, ouais, c'est quelque chose qui me plairait. Ouais. Il va falloir faire un gros travail de condensation au niveau de tes idées pour être capable d'écrire un livre. Ça va être beaucoup de sacrifices. Hein, je dois parler de ça, pas parler de ça. Ça peut être dans 30 ans aussi, tu vois, c'est comme ça que je le vois. Je me dis qu'il n'y a pas de stress. Et ça c'est quoi ça? C'est bon. Ah, c'est ton téléphone. Hop là. C'est ce qui est chouette avec cette histoire de YouTube, c'est que je pense qu'un écrivain, au moment où il décide d'écrire un livre, il doit faire beaucoup de sacrifices. Imagine, genre le type, il prend 3 ans pour écrire son livre. Pendant 3 ans, il doit avoir une quantité d'idées, mais gargantuesques, qui lui traversent l'esprit. Ça se dit gargantuesque? Ouais, c'est un mot. Ouais. Enfin, je sais que ça vient de gargantua, l'espèce de géant, mais est-ce que c'est un synonyme de grand ou immense? Oui, ça veut dire immense, ouais. Ouais, ok, alors parfait. Il a beaucoup de choses qui lui rentrent dans sa tête. Et il doit juste faire le tri. Il doit se dire, ah bah ça doit être génial d'en parler, ça m'intéresse terriblement, mais je vais pas en parler parce que c'est pas dans le thème du livre, ou alors je sais pas comment faire un lien, ou alors ça va être trop long, ou blablabla. Mais quand tu as une chaîne YouTube, si tu veux écrire un livre et que tu as une chaîne YouTube à côté, l'avantage de YouTube, c'est que tu as envie de faire une vidéo, ça te prend quoi? Une semaine? En une semaine, t'es dans une phase de ta vie, t'as rencontré telle personne qui t'a peut-être fait penser à certains trucs, t'as envie de parler de ça, bam, tu fonces, tu le fais, tu partages ces idées si tu veux, et tu peux écrire ensuite un livre ou faire... Moi, je pensais lancer un one-man show, en fait. Je voulais faire un one-man show, je sais pas, un spectacle. Tu m'as jamais parlé de ça, alors? Non, mais j'en ai parlé, je crois, juste à mes parents, si je me trompe pas. Okay. J'aimerais écrire une... C'était quand? Récemment? Ouais, c'était il y a peut-être 3-4 semaines. D'accord. 3 semaines, je dirais, peut-être même 2. Très bien. Ouais, non, c'était il y a 2-3 semaines, en réalité. Je suis très intéressé par en savoir plus. Non, ce que j'avais envie de faire, c'était simplement évidemment de préparer un spectacle dans lequel je parlerai ce sera très centré sur le fil conducteur, ce serait ma vie et les différentes étapes par lesquelles je suis passé, les différentes choses que j'ai apprises à travers des personnes, à travers des livres, donc à travers des personnes que je connaissais pas, à travers des vidéos YouTube, à travers des expériences, et d'essayer parce que je suis convaincu que je pourrais faire taper genre mon discours, raconter une histoire pendant 1 heure, 2 heures devant une foule de personnes, et je pense que je pourrais les intéresser et genre vraiment avoir des gens qui m'écoutent. Je pense que je serais capable de le faire et ça me plairait beaucoup. J'aimerais bien, ça me permettrait aussi de voyager. Donc c'est juste quelque chose que j'avais conceptualisé. Le livre aussi, pour te dire, j'ai aussi pensé à un livre, mais c'est un livre, c'est quelque chose, quoi. Enfin, après, tu vois, il y a livre et livre. Hein. Ouais. Il y a le livre où tu compares Stephen King avec le livre de ton youtubeur préféré qui a sorti un livre où voilà, même lui, il est obligé de reconnaître que l'investissement n'était pas le même. Tu vois, en plus, il y a tu peux auto-publier ton livre, et dans ce cas, tu peux publier n'importe quel PDF que tu as écrit en 2 soirs. C'est très très accessible maintenant d'écrire un livre, il n'y a plus de barrière à l'entrée de maisons d'édition. Tu peux aussi avoir un deal avec elle. Mais comme tu l'as fait remarquer, le livre, c'est un énorme projet. Si tu as un projet un petit peu plus simple, tu l'as mentionné, la vidéo YouTube, tu as une idée, tu prends, je sais pas, 1-2 semaines peut-être, tout dépend de ton processus de création, pour sortir cette vidéo. Et tu peux encore continuer dans l'entonnoir, continuer à rapetisser la chose, selon moi, une étape qui demande encore moins d'investissement. Par exemple, un podcast, on n'a rien scripté, on s'est posé, on s'est assis, on a commencé à parler, ça va nous prendre 3 heures, 4 heures. Enfin, on a écrit 2 trucs, mais au final, je sais même pas ce que tu as écrit sur cette feuille. On s'est dit, avant de commencer, on s'est dit, peut-être qu'on devrait, au final, tu sais quoi, on s'est parlé. Genre, quand on se pose, toi et moi, on discute. On a d'ailleurs, à part ça, ça me fait penser, je suis désolé de t'interrompre, mais on a des questions, des commentaires de gens sur Twitter. Peut-être qu'on pourrait en lire quelques-uns et leur répondre. Peut-être que tu pourrais commencer à le faire. J'ai terriblement besoin de pisser, je crois que je suis en train de boire trop d'eau, donc je vais dégommer 1 ou 2 gorgées, je vais aller pisser. Je te laisse répondre à 2-3 questions.
Ouais, vas-y, pense je termine vite mon fil que j'avais commencé parce que je pense que ça peut intéresser. T'arrivais du coup encore sur un l'entonnoir, tu étais en train de Ouais, parler, genre de. Ok, je pense que Ouais, tu as cette histoire de podcast, et puis tu peux continuer à redescendre l'entonnoir pour aller à la première petite action qui demande le moins d'engagement. Typiquement, je prends un parcours classique du style réseaux sociaux, Mhm. et ben, moins d'investissement qu'un podcast, tu peux publier sur Instagram, moins d'investissement que publier sur Instagram, tu peux faire une story, et quand je me dis tu peux faire une story, et ben, je me retrouve à moi-même qui faisait des stories sur Snapchat Ouais. et qui ai décidé de remonter l'entonnoir à l'envers. Ouais. Et c'est pour ça que tu passes de la story au post sur Instagram. Ensuite, j'ai fait des vidéos sur YouTube. J'ai envie de faire un podcast un petit peu en arrière. Et sait-on jamais, livre, quoi que ce soit d'autre, Mhm. on verra. Mhm. La vie est longue, il y a de quoi grimper l'entonnoir un moment. Tout comme tu peux décider de vouloir faire un livre et tu fais la chose à l'envers. Tu te dis, j'ai envie de faire un livre dans X années. Ouais. Je peux commencer par faire des stories. Et à mon Bien avis, sûr. c'est pas inutile. Mais ça, c'est un principe, pour moi, ça limite une loi universelle. T'es dans ta chambre, maintenant, t'es en train d'écouter ce podcast, et tu te dis, bah putain, j'aimerais bien, enfin, il y a deux, trois trucs dans ma vie qui me plaisent pas. Genre, peut-être que je suis malheureux pour X ou Y raison, peut-être que sentimentalement, peut-être que financièrement, je m'en sors pas bien, je croule sous les factures, j'ai une pile de papiers sur mon bureau que j'ai pas lu, et j'ai pas envie de les lire parce que j'ai pas envie de lire ce qu'il y a dedans. Et à côté de ça, j'ai des ambitions je déborde d'ambitions. Tu sais pas par où commencer. Et en réalité, c'est que tu sais, tu vois, regarde autour de toi, commence par faire la vaisselle. Tu vois, genre fais ta vaisselle. Ouais, Commence vraiment petit. Et c'est applicable effectivement à la vie. ouais, Hein, commencer petit. Faire des choses qui, au final, genre, sont suffisamment petites pour que t'aies le courage de les faire, Mhm. mais au final suffisamment grandes pour que tu te sentes fier de l'avoir fait. Bam, tu te chopes le kick de dopamine parce que tu viens de réussir à faire un truc, tu gagnes un peu plus confiance en toi et tu crées surtout des nouveaux circuits neuronaux. Ça, c'est important. Plus tu fais quelque chose, plus tu renforces le circuit neuronal imagine que tu es habitué. Aujourd'hui, je me dis, ok, je vais mettre un rappel 5 fois ou 10 fois par jour. Je mets un rappel sur mon téléphone qui va me faire boire de l'eau. Genre, à chaque fois, le rappel sonne, bam, je bois de l'eau. À chaque fois que je vais boire de l'eau, le geste de moi, aller me servir un verre d'eau et de l'avaler, je vais renforcer ce circuit. Et au bout de 30 jours, ce circuit sera devenu fort. Et c'est pour ça que c'est important de pratiquer les choses que tu as envie de devenir ou les choses que tu as envie de faire. Et t'as pas besoin de commencer par un truc grand. Commence pas par un truc grand. Tu peux pas commencer par un truc tu grand. peux pas. Tu peux pas commencer par courir un marathon avant de juste faire tes lacets de chaussures, tu vois. Faire tes lacets de chaussures, c'est comme tu l'as dit, faire la vaisselle, c'est la première petite chose qui va te faire sortir de l'inertie, qui va te faire te déplacer, te mettre en action. Et une fois que tu es en action, tu as du momentum, tu as, je sais pas comment on dit, tu as de l'élan. Ouais. Une fois que tu as de l'élan, ça va plus simple. Tu vois. Tu C'est sais plus quoi facile de faire bouger ce truc Mhm. continuellement que de réussir à le faire bouger. Tu vois, ça, c'est de la physique, mais ça demande plus de force de faire commencer à déplacer quelque chose que de le continuer et de le faire continuer à comme quand avancer. un avion doit décoller, Voilà. quoi. Il met un paquet d'énergie au décollage, mais une fois qu'il vole. Et c'est d'ailleurs, du coup, on revient sur un des premiers sujets dont on a parlé au début de ce podcast. Mhm. Pourquoi est-ce qu'on a commencé par le sport et à quel point le sport ça a pu nous aider? C'est parce que le sport, contrairement à Instagram, à YouTube ou à n'importe quel autre projet de vie, tu veux te lancer dans le commerce de bananes, tu sais pas si ça va fonctionner ou non, c'est peut-être un trop gros challenge pour toi. Tu veux ouvrir une entreprise j'en sais rien, dans l'intelligence artificielle, ou peut-être commence par te prouver à toi-même que tu peux prendre le contrôle de quelque chose. Et le sport, tu sais que si tu fais quelques pompes tous les jours, t'es un humain, t'es fabriqué comme tous les autres êtres humains, t'as une certitude que ça va fonctionner. Irréfutable. Irréfutable. Tu peux pas mentir à toi-même. Et genre croire que c'est plus difficile pour toi que pour les autres, c'est exactement le même raisonnement psychologique que de croire que tu vaux mieux que les autres ou que t'es différent que les autres pour une raison X ou Y. Tu vois, on a souvent il n'y a pas de terme en français pour ça, entitlement. Mhm. Tu vois, les gens ils pensent qu'il y a quelque chose qui leur est dû Voilà, quelque c'est part. ça. Et ils sont là, ouais, la vie elle me doit quelque chose, je suis spécial par rapport aux autres. Spécial, ouais. Et en fait, genre ça, il y a tout le monde qui va dire, ah ouais, les gens qui sont entitled, du coup, ces gens qui se considèrent spéciaux, c'est un peu péjoratif. Mais à côté de ça, t'as plein de gens qui vont avoir aucun problème à dire, ouais, j'ai l'impression que pour moi, c'est plus dur de faire du sport et tout. C'est exactement de l'entitlement. C'est aussi genre de dire, ouais, pour moi, c'est différent, mais c'est différent dans le sens inverse, dans le négatif. Tu te déresponsabilises un petit peu. Exactement. Tu dis, c'est pas moi qui ai décidé que le sport c'est plus dur pour moi, c'est la vie, c'est quelque chose. J'ai pas de pouvoir là-dessus, Ouais. ou toi tu es différent, et ouais, c'est une façon intéressante de voir
le fait qu'on ait l'impression que ça nous soit dû, Ouais. à l'inverse en fait. Ok. C'est que ça nous est privé. C'est pas que ça nous est dû, c'est que ça peut pas nous concerner. Ouais, C'est intéressant, effectivement. Eric, je te propose un Vas-y. truc. Plutôt qu'on continue, que tu lises les questions, que j'aille pisser, Ouais. on peut arrêter et on peut se dire qu'on a un épisode ici. Ouais. Bonne idée. On fait une petite pause, on mange Ouais. un petit truc peut-être, je pense que t'as Ouais, faim aussi. ouais, Je pense que t'as petite faim. pause, petite pause. Lui, il a faim en tout cas. Et Ça ouais, j'ai trop faim, mec. Pas que. Et on peut recommencer le deuxième épisode par les commentaires Bien sûr. de Twitter. Super discussion en tout cas pour juste boucler un petit peu Ouais. cet épisode. C'est cool. Et c'est sympa, tu vois, ce petit sentiment de commencer quelque part, de partir et de revenir, boucler la On boucle a à la vraiment fin. bouclé la boucle au final. Hein. Ah, on peut être fier de nous. Tu sens la sérotonine là? Ouais, J'espère que t'es fier de toi. Moi, je suis fier. Je la trique là. C'est bon, c'est tout pour nous. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté. C'était le premier podcast avec Eric Flag. Eric, merci beaucoup d'être venu. Avec Et énorme puis, plaisir. On enregistre ce deuxième épisode dans 30 minutes quand on aura mangé un truc. Yes. Super.